La tension monte entre l'Iran et son ennemi juré Israël depuis le bombardement israélien ce lundi sur une annexe de l'ambassade iranienne en Syrie. Ce mercredi, le président iranien a notamment affirmé qu'Israël serait, je cite, giflé pour ses frappes en Syrie. Mais alors, que s'est-il passé exactement? Comment comprendre la situation? Et y a-t-il un risque de guerre ouverte entre ces deux pays? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, vous l'aurez remarqué, je serai donc en voix off sans la caméra aujourd'hui. On part donc aujourd'hui au Moyen-Orient pour analyser la situation particulièrement tendue entre deux pays, Israël et Iran. Ce lundi, un bombardement imputé à l'armée israélienne, mais qu'Israël n'a pas revendiqué, a touché une annexe de l'ambassade d'Iran. Et le tout s'est passé à Damas, qui est la capitale de la Syrie. Cette frappe a provoqué la mort d'au moins 13 personnes, dont 7 membres des gardiens de la révolution iranienne, selon la télévision d'État iranienne. Alors les gardiens de la révolution, ce sont une branche des forces armées iraniennes, chargée officiellement de protéger le régime islamique iranien qui est actuellement au pouvoir en Iran. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'une telle frappe a lieu. Depuis la guerre civile en Syrie qui a débuté en 2011, Israël a conduit de nombreuses frappes sur des cibles militaires iraniennes ou sur des groupes pro-iraniens qui sont présents en Syrie. Il faut savoir que le président syrien Bachar al-Assad est parvenu à s'accrocher au pouvoir malgré la guerre pendant toutes ces années au bilan colossal et malgré les accusations notamment d'utilisation d'armes chimiques. Et Bachar al-Assad aujourd'hui est soutenu par l'Iran. Le truc, c'est que depuis l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre, eh bien, ces frappes en Syrie se sont intensifiées. Et d'ailleurs, la frappe de ce lundi, c'était la 5e à viser la Syrie en 8 jours. Il y a à noter au passage que certains experts présentent l'attaque de lundi comme une riposte à la tentative d'une autre attaque, celle d'un navire dans le port d'Eilat, qui est une ville dans le sud d'Israël, qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi et qui a été revendiquée par une milice irakienne qui est proche de l'Iran. L'armée israélienne accuse ici l'Iran d'être derrière cette frappe. Mais alors, en quoi ce bombardement sur le consulat iranien marque un tournant depuis le début des tensions entre les deux pays? Bien, la première raison, c'est que parmi les personnes qui ont été tuées dans ce bombardement, on retrouve 2 commandants de la force Al-Quds. C'est l'unité d'élite en quelque sorte des gardiens de la révolution et qui intervient hors des frontières de l'Iran. Parmi eux, on retrouve Mohammad Reza Zahedi, le commandant de la force Al-Quds pour la Syrie, le Liban et pour les territoires palestiniens. C'est donc une personnalité haut gradée et le fait qu'elles aient été touchées par Israël est une défaite à minima symbolique pour l'Iran. Par ailleurs, on peut aussi noter que cette frappe semblait se dérouler lors d'une réunion théoriquement secrète entre des commandants iraniens et des responsables du djihad islamique. C'est ce qu'a déclaré un responsable iranien au journal américain The New York Times. Et le djihad islamique, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est une petite formation palestinienne qui combat contre l'armée israélienne à Gaza et aux côtés du Hamas et qui est qualifiée d'organisation terroriste par les États-Unis et par l'Union européenne. Le fait qu'Israël ait eu connaissance de cette réunion constitue donc en quelque sorte un échec des services de renseignement iraniens puisqu'ils ont donc entraîné a priori ce bombardement. Alors la deuxième raison qui fait que ce bombardement est particulièrement marquant, c'est le lieu de l'attaque. En fait, c'est la première fois qu'un bâtiment diplomatique iranien et non donc un bâtiment militaire est directement frappé en Syrie par un raid israélien. Or, eh bien, les bâtiments diplomatiques, y compris les consulats, en théorie, ils sont considérés comme inviolables par le droit international. Autrement dit donc, ils ne peuvent pas être frappés. Alors, il faut savoir que le consulat iranien ne fait pas à proprement parler partie du territoire iranien, au contraire d'une ambassade par exemple, mais tout de même, évidemment, le consulat reste une institution qui représente les intérêts du pays d'un point de vue diplomatique. Et donc, pour Thierry Coville, qui est chercheur à l'IRIS et qui est spécialisé sur la question de l'Iran, il était interrogé par 20 minutes dans un article que je vous mets en description. Selon lui, cette frappe, elle est vue comme une attaque directe contre l'Iran. Et je cite, en dehors d'une attaque visant directement le territoire d'un pays, eh bien une telle attaque contre un consulat, eh bien c'est l'attaque la plus directe possible. C'est donc de fait un événement particulièrement grave. Alors maintenant, cette frappe peut-elle réellement mener à une escalade des tensions entre Israël et l'Iran, voire même d'ailleurs à l'ouverture d'un conflit ouvert entre les deux pays? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même il y a ces éléments évidemment de tension importants, Israël et Iran semblent bien vouloir éviter l'ouverture d'un conflit direct. Cependant, on peut noter que des groupes pro-iraniens mènent des attaques contre Israël pour soutenir le Hamas. Par ailleurs, eh bien, on a parlé dans le passé du Hezbollah au Liban ou encore des rebelles yéménites Houthis en mer Rouge. Tous ces groupes, ils sont soutenus financièrement par l'Iran. Alors suite à cette attaque, l'Iran n'a pas tardé à réagir. Le président iranien Ebrahim Raïssi a notamment averti que, je cite, ce crime lâche ne resterait pas sans réponse. Et ce, alors que de son côté, le guide suprême d'Iran a déclaré ce mercredi qu'Israël serait giflé. Alors maintenant, l'Iran va-t-il riposter? Certains
Certains experts estiment que oui, car ne rien faire pourrait être vu comme une preuve d'impuissance. Pour autant, plusieurs experts estiment que cette riposte sera sans doute symbolique et limitée. Ça pourrait se faire en ciblant là aussi des représentations diplomatiques ou alors par des relais pro-Iran comme les Houthis ou les Hezbollah. La raison, c'est que l'Iran n'a pas forcément intérêt à entrer en conflit direct et ouvert avec Israël, d'autant plus qu'un tel conflit pourrait dans ce cas impliquer un soutien, une présence accrue des États-Unis et donc entraîner l'Iran dans une spirale difficile. De la même façon d'ailleurs du côté israélien, Israël n'a pas forcément intérêt à s'engager dans un conflit direct et plus important avec l'Iran, alors que la situation est déjà extrêmement tendue et critique à Gaza. On verra en tout cas ce qu'il en est, mais ça me semblait important de faire un point là-dessus aujourd'hui, donc je mets des liens en description. Et au passage, avant de passer aux actualités en bref, je voulais aussi revenir rapidement sur un appel qui a eu lieu entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden, un appel qui s'est déroulé ce jeudi, suite à la mort de 7 humanitaires sous les bombes israéliennes à Gaza, des frappes non intentionnelles d'après Netanyahou, mais qui ont évidemment été très vivement critiquées. Alors pendant cet appel, le président américain a désormais conditionné le soutien américain à Israël à la mise en place par Israël de mesures concrètes et urgentes pour protéger les civils à Gaza. Il a aussi demandé au Premier ministre israélien de conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Alors suite à cet appel, Israël a annoncé l'ouverture temporaire de nouveaux couloirs terrestres et maritimes pour acheminer de l'aide additionnelle à Gaza, et ce alors que l'aide humanitaire manque toujours massivement, que la situation sur place continue à empirer pour les habitants, avec notamment ce risque de famine qu'on a beaucoup évoqué ces derniers jours et qu'on continue à suivre de très près. Autre information au passage qu'on peut noter, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est un organe de l'ONU chargé de protéger les droits de l'homme dans le monde, a adopté ce vendredi une résolution appelant à stopper les ventes d'armes à Israël. Dans cette résolution, le Conseil des droits de l'homme évoque la crainte, je cite, d'un génocide contre les Palestiniens. Il a noté que le Conseil des droits de l'homme n'a pas de moyens contraignants pour imposer ces résolutions. On continuera donc à suivre la situation. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. Un nuage de sable venu du Sahara va traverser plusieurs départements français ce week-end, ce qui pourrait déclencher des épisodes de pollution de fines particules selon Météo France. Alors ce phénomène météorologique est assez fréquent, cependant il peut présenter des risques pour la santé car certaines particules de sable sont susceptibles de franchir nos barrières naturelles comme le nez et donc rentrer dans nos poumons. Il est donc recommandé aux personnes qui souffrent de maladies respiratoires, aux femmes enceintes ou aux jeunes enfants de ne pas s'exposer à ce nuage de sable. Il est également déconseillé de faire du sport dehors pendant cette période. Le nuage quittera le pays par l'est en début de semaine prochaine. On suivra ça ce week-end sur TikTok et Instagram. Deuxième actu, de plus en plus de cas d'infection au virus de l'hépatite A ont été enregistrés à Gaza selon plusieurs journalistes palestiniens sur place. En cause notamment la surpopulation et les conditions sanitaires insalubres. L'hépatite A, c'est une inflammation du foie qui peut s'avérer mortelle dans de rares cas et qui se transmet généralement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les matières fécales d'une personne infectée. Alors il existe un vaccin contre cette maladie, mais la bande de Gaza manque de médicaments et d'équipements médicaux. Pour vous donner une idée, près de 90% des enfants de moins de 5 ans à Gaza sont touchés par une ou plusieurs maladies infectieuses selon un rapport de l'UNICEF et de l'OMS. Troisième actu, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi lors d'un déplacement dans une école primaire que le concours pour devenir enseignant pourra, dès l'année prochaine, être passé à la fin de la licence, donc à Bac+3, contre Bac+5 aujourd'hui. Le but, c'est notamment de répondre à la crise d'attractivité du métier de prof. Si on se penche plus spécifiquement sur le cas des professeurs des écoles, donc ceux qui enseignent en maternelle et primaire, il faut actuellement valider une licence, puis passer un concours et ensuite être admis dans un institut de formation de professeurs des écoles pour suivre une formation professionnelle d'environ 2 ans. Là, l'idée du gouvernement, c'est d'avoir cette formation professionnalisante tout de suite après le bac, avec des cours dans toutes les matières, français, maths, sciences, histoire géo, mais aussi des enseignements pédagogiques comme comment faire progresser les élèves par exemple. Emmanuel Macron l'a présenté comme, je cite, une prépa allégée. L'objectif à terme, c'est d'attirer plus de jeunes vers ce métier, en particulier ceux qui savent très tôt qu'ils veulent devenir prof. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description. Quatrième actu, l'adolescent de 15 ans qui a été roué de coups alors qu'il rentrait chez lui après les cours à Viry-Châtillon dans l'Essonne, décédé ce vendredi en début d'après-midi. Il était depuis hier entre la vie et la mort
mort à l'hôpital Necker à Paris et a même été opéré cette nuit. Une enquête a été ouverte pour assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire et les auteurs des faits sont toujours recherchés. Selon des témoins cités par le Parisien, il s'agit d'un groupe de jeunes vêtus de cagoules. Les images de vidéosurveillance de la ville ont été par ailleurs réquisitionnées par la police. A noter que ce drame survient à peine 48 heures après l'agression d'une adolescente de 13 ans devant un collège de Montpellier dans l'Hérault. La jeune fille qui était dans le coma a été gravement blessée selon le parquet. Cinquième actu, de nouvelles investigations sont actuellement en cours dans le département du Doubs à l'est de la France suite à un signalement concernant Xavier Dupont de Ligonnès selon le procureur de Besançon. Ce père de famille est le principal suspect de l'assassinat de ses 4 enfants et de sa femme en 2011 dans leur maison à Nantes. Alors pourquoi ces investigations ? Eh bien en fait une femme affirme l'avoir aperçu en mars dernier lors d'une cérémonie religieuse au couvent des Sœurs de Béthanie. Des tests ADN sont actuellement en cours ainsi que l'audition d'autres participants à cette cérémonie religieuse et les enquêteurs n'ont pour le moment trouvé aucune personne confirmant ces propos. A noter que ce n'est pas la première fois qu'une personne pense avoir découvert Xavier Dupont de Ligonnès. En 2019, un homme ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté en Écosse à l'aéroport de Glasgow et l'interpellation avait été massivement relayée par les médias. Il s'agissait en fait d'un retraité vivant en France. Et enfin, dernière actu, le réseau social X, anciennement Twitter, a décidé de rétablir les badges bleus certifiés gratuits aux comptes influents qui ont plus de 2500 abonnés. Cette décision fait suite à la forte chute des recettes publicitaires de la plateforme. Avant le rachat de X par le milliardaire Elon Musk, la coche bleue était gratuite et permettait d'authentifier les comptes des personnalités publiques ou médiatiques, comme les journalistes par exemple. Puis Elon Musk avait décidé de rendre les coches bleues accessibles à tous mais payantes en échange d'un abonnement, privant des milliers de comptes de cette fonctionnalité, ce qui n'est donc plus le cas. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Ce week-end pour les actualités, rendez-vous sur Instagram, vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à lundi.